bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La deuxième session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin s'est tenue du 16 au 18 janvier dernier à son siège à Cotonou. La rencontre s'est achevée par un communiqué du clergé qui précise que tout au long de leurs assises, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets majeurs d'ordre religieux, social et politique. Et justement, sur ce dernier volet, le point 3 du communiqué final précise que les évêques du Bénin se sont penchés profondément sur la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Il remarque l'installation progressive d'un climat de peur susceptible de paralyser bon nombre de nos concitoyens et d'hypothéquer au passage la liberté d'expression. En studio pour en parler ce soir, Saturne Diossou, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Également sur ce plateau de débat, Ulrich Atineo, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice et bonsoir à toutes et à tous. Le troisième débatteur pour le compte de cette émission, il s'appelle Joël Togbé, bonsoir. Bonsoir à tous. Saturne Diossou, la conférence épiscopale du Bénin intervient dans le débat politique actuel en cours et émet ses inquiétudes quant au respect des règles électorales, la lutte contre l'institution, la lutte contre la corruption. L'institution prêche-t-elle dans un désert ou sera-t-elle écoutée par les acteurs politiques, Saturne Diossou, très actifs, ces acteurs politiques à l'approche des élections législatives du 28 avril 2019? Ce n'est pas une première ce que nous observons dans notre pays, ni au niveau des acteurs politiques, ni au niveau de la conférence épiscopale du Bénin. Qu'il vous souvienne de la conférence épiscopale du Bénin que en janvier 2018, elle a mené la même démarche quand elle parle de cette rencontre à l'issue de laquelle ce communiqué a été publié. C'est traditionnel au niveau de la conférence épiscopale du Bénin de se retrouver, de se prononcer sur la vie de l'Église catholique, sur la société telle qu'elle se porte, telle que vivent les citoyens au-delà des fidèles qu'ils ont dans leurs églises, de donner leur avis, de sortir un communiqué au-delà de ça, d'aller rencontrer. C'est l'opportunité lui est donnée. À la conférence, bien sûr, le président de la République, et en janvier 2018, rappelez-vous, j'avais déjà souligné que le président a été rencontré. Et des propos tenus, il n'était pas forcément d'accord avec et a émis ses réserves en disant, rappelez-vous, le Bénin se porte bien, alors qu'en face de lui, il y avait les évêques du Bénin qui semblaient peindre un tableau qui n'était pas le sien, sur lequel il n'était pas d'accord. Et cela dit, ils sont, les évêques, pour moi, dans la prévention. Dans la prévention, ce n'est pas parce que, par le passé, ils se sont déjà prononcés. Ils tirent la sonnette d'alarme, comme on le dirait, qu'ils, cette fois-ci, ne diront rien, alors qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon. Et les périodes d'élection, nous savons que ce sont des périodes d'effervescence. Et nous abordons un virage qui nous fera vivre trois types d'élections. D'abord les législatives cette année 2019, les locales, communales et municipales qui nous attendent pour 2020 et la présidentielle qui nous attend pour 2021. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer par sensibiliser les esprits, qu'il faut commencer par rappeler aux citoyens ce devoir qu'ils ont de ne pas être auteurs d'actes de violence, de jouer le rôle qu'ils doivent jouer, citoyens, et les candidats, les probables candidats aussi, également les organisateurs, afin que le pays ne bascule pas dans des situations que nous allons déplorer par la suite. N'oubliez pas que quand il y a le trouble, quand il n'y a pas la paix dans une société, l'Église étant dans cette société, elle aussi se retrouve menacée au premier plan, parce que ceux qui se livrent des guerres, ceux qui sont en conflit, peuvent être des fidèles d'un couvent comme de l'autre. Et la paix, n'est-ce pas le nom qui pourrait réunir toutes les religions ensemble. Joël Togbé, les acteurs politiques sont très actifs, je le disais ces derniers temps. Nous sommes à l'approche des élections législatives censées installer la prochaine législature de notre Assemblée. Et cela a interpellé les évêques réunis en conférence épiscopale. Est-ce que cette peur se justifie par ces temps, Joël Togbé? Non, je pense que d'abord, il faut pouvoir
reconnaître à ces évêques-là réunis, vous l'avez donc dit, cette conférence épiscopale du Bénin, il faut pouvoir leur reconnaître tout le mérite qui leur revient, à savoir, ils ne manquent pas, les évêques-là ne manquent pas aucune occasion de pouvoir se prononcer sur les faits marquants de l'actualité au Bénin. Ils n'ont eu de cesse que de pouvoir se prononcer, de prendre fait et cause, soit pour un des camps ou un autre, ou bien pour ne pas dire simplement le peuple entier. Parce que ce que recherche d'abord la religion, je pense que c'est la paix, même si par ailleurs, sous d'autres cieux, on a extraverti, pour ne pas dire perverti, l'objectif premier donc de la religion, et qu'aujourd'hui nous assistons à des guerres. Maintenant, pour en venir à votre question, je pense que le climat actuel, est-ce que ce climat justifie exactement cette prise de position des évêques? Moi, je pense que nous n'avons pas encore des éléments qui laisseraient peut-être penser à ce que le Bénin risque de sombrer. Mais il est toujours important dans toute période, avant d'aborder donc ce genre de période, il est forcément indiqué que des voix comme celle des évêques qui représentent une autorité morale, qu'on puisse les entendre sur un certain nombre de choses dans le pays. Et quand vous voyez un peu le discours, ça a été quoi? On appelle au respect des règles électorales, on appelle à la transparence, on invite les uns et les autres à cultiver la paix. Je pense que c'est appréciable. Il faut pouvoir maintenant espérer du côté des acteurs qui ont été invités à pouvoir observer ces comportements indiqués par le clergé. On attend maintenant de voir au niveau de ces acteurs-là qu'on puisse effectivement respecter les jeux, parce que les conflits, soit post-électoraux, et tout ce qu'il y a, les crises et tout, c'est ça pas forcément d'une mauvaise gestion des élections, ou peut-être un camp penserait qu'on lui a volé sa victoire, ou on penserait qu'on a fait des choses à dessein pour écarter de la compétition des challengers, pour pouvoir avoir le champ libre. Je pense que les évêques, une fois encore, ont appelé la transparence, et il revient aux institutions de jouer clairement leur rôle. Ulrich Atindéou, est-ce une interférence de la religion dans la politique? Je dirais non. Pourquoi une interférence de la religion dans le politique? N'oubliez pas que l'Église fait partie de la société civile. Et quand nous parlons de société civile, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Ils sont en train de jouer pleinement, je crois, leur partition. Ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Un peu comme l'a dit Saturne tout à l'heure, ils sont dans la prévention. Et quand on prend l'Église catholique, que ce soit au Bénin, que ce soit dans la sous-région ouest africaine ou sur le continent, notamment parce que dans les autres pays du monde, ça ne se remarque pas pour autant, mais on sait quand même que l'Église catholique a une force, bon, pour ne pas dire également politique. Au-delà de l'évangélisation, l'Église catholique intervient quand même dans des situations où est très souvent écoutée en cas dans ces genres de situations. Que l'Église catholique aujourd'hui, au cours d'une session plénière, se réunit et sort un communiqué qui aborde l'actualité sociopolitique, il faut également reconnaître qu'ils font partie de la société. Ils observent tout ce qui se passe au quotidien et ils ont effectivement leur mot à dire. Il ne faut pas surtout attendre que ça dégénère ou que les choses se compliquent pour qu'on invoque Dieu, pour qu'on leur fasse appel. Donc je pense qu'ils sont dans leur rôle. Il ne faut également pas oublier que beaucoup sont ces hommes politiques, beaucoup sont ces acteurs politiques qui vont vers eux pour se confesser, pour donc demander la clémence, la grâce de Dieu dans leur vie. Donc ils sont également bien placés pour donc apprécier les choses, pour dire ce qu'ils pensent. Et n'oubliez aussi pas que il y a quelques jours, il y a
l'ancien archevêque de Cotonou, qui a eu à faire une sortie. Et il avait déjà anticipé sur les conclusions de cette rencontre. Il avait déjà dit ce qu'il pensait. Il est même parti, il a tenu des thèmes, je dirais, un peu plus durs, un peu plus corsés que il a adressé un message fort au chef de l'État. Tout à fait. Il s'est adressé directement au chef de l'État. Cela voudra dire que ce que nous avons vu, et d'ailleurs, lorsque vous prenez le communiqué final de la conférence épiscopale, moi je trouve en réalité que ils sont pas aussi, contrairement au dernier communiqué ou à ce qu'on a souvent observé, ils ne sont pas aussi durs, ils ont choisi les mots, ils ont apprécié ce qu'il faut apprécier et ils ont déploré ou ils ont averti comme quoi il faut également prendre des dispositions pour que le jeu démocratique puisse bien se dérouler. Est-ce une bonne lecture de la situation sociopolitique actuelle dans notre pays? Je dirais une très bonne lecture. Pourquoi pas? Je l'ai dit, ils sont dans leur rôle et ça dépend de la perception de chacun. Vous, votre manière de voir, d'apprécier la chose peut ne pas être l'appréciation de l'Église catholique ou de chaque membre du clergé. Donc je pense qu'ils sont dans leur rôle. Et quels sont les indices? Vous les connaissez. Il y a aujourd'hui beaucoup qui sont en temps d'exil. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en prison. Il y a également que lorsque vous prenez nous sommes à quelques jours des élections législatives, mais qui sont ceux-là qui sont très visibles ou qu'on observe le plus sur le terrain, vous allez constater que c'est toujours les gens de la mouvance. Et par conséquent, on peut se dire, bon, c'est-à-dire, le jeu est à sens unique. Il faut que ça soit de façon complémentaire, il faut que ça soit des deux côtés, il faut que le jeu soit équilibré pour que vraiment... Mais ce week-end, on a observé un mouvement politique de part et d'autre. Ce n'est pas que la mouvance qui était sur le terrain. Je n'en disconviens pas, mais lorsque vous prenez les choses dans leur ensemble, vous constatez qu'il y a quand même une certaine faveur de l'autre côté, mais dans le même temps, et il y a quand même, je ne dirais pas que c'est une réticence, je ne dirais pas que c'est une peur, mais peut-être un choix. On n'arrive pas également... Bon, c'est peut-être un choix, comme vous le disiez, mais le plus important, c'est qu'ils aient déjà tiré la sonnette d'alarme, qu'ils aient déjà, qu'ils montent déjà au créneau pour dire ce qu'ils pensent, parce que ça fait partie du jeu démocratique, le fait déjà de dire et faites tout possible pour qu'il y ait des élections, faites tout possible qu'il y ait des élections transparentes, faites tout possible pour que après ces élections, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de conflit, que tout le monde puisse être d'accord sur les résultats. Je pense qu'ils sont dans leur rôle et ils ont annoncé les couleurs et à chaque partition ou à chaque partie, j'allais dire, de jouer sa partition. Chaque partie doit donc jouer sa partition, sa tournée Djossou. En marge de ces assises de la conférence épiscopale, le clergé a été rencontré le chef de l'État à qui il a présenté ses vœux du nouvel an 2019 et a profité de cette occasion également pour parler de ce climat de peur dont il est question dans le communiqué final. Je disais, en janvier dernier, ça a été fait aussi. À chaque fois qu'on a l'opportunité de rencontrer un président de la République en exercice, et quand on est en position de la conférence épiscopale du Bénin, comme d'ailleurs toute autre institution, que ce soit civile et autres, c'est une occasion pour partager quelques idées, quelques réflexions, quelques analyses sur le rôle que chacun joue. N'oubliez pas que l'année dernière, le président de la République a entre autres demandé non seulement à la conférence épiscopale du Bénin, mais aux dirigeants d'autres confessions qui l'ont rencontré de bien vouloir être ses porte-parole au niveau des fidèles. C'était un promis d'ailleurs sensibilisé sur le programme d'action du gouvernement et autres. Donc, c'est une occasion que ne rattrape ni le président de la République, ni la conférence épiscopale du Bénin, parce que ça n'arrive pas tous les jours de l'an, pour donner son point de vue dans les formes requises. Il faut le dire, parce que quand vous êtes en face d'un président de la République, dont vous voulez critiquer les actions, il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir comment aborder les sujets qui pourraient fâcher et emballer vos doléances dans des propos qui les rendront comme plus acceptables par l'autorité. Le président de la République tenait là également l'occasion pour prendre le pouls, comme ainsi dit, pour ainsi dire, de ce que pensent les fidèles catholiques. Je dis les fidèles catholiques en général. Pourquoi? Parce que la conférence épiscopale du Bénin réunit quand même l'ensemble des évêques du Bénin, les administrateurs apostoliques
aussi prendre le pouls de ce que penseraient les fidèles, de ce que vivent les fidèles dans ce pays. Ils n'ont pas manqué, vous l'avez lu certainement quelque part dans le communiqué, quand ils sentent qu'il y a des actes qui sont prévus pour soulager la population, d'exhorter à la mise en œuvre diligente de ces actes-là, pour que les citoyens, au-delà des fidèles, puissent en être soulagés. Je vais vous parler... Oui, on va y revenir tout à l'heure. Les mesures sociales dont il est question qui sont prévues dans le budget 2019. Donc, occasion pour le président de la République de prendre aussi le pouls et d'échanger avec eux pour mieux se faire comprendre. C'est vrai que les évêques, quand ils sont en célébration, quand les prêtres célèbrent, ne vont pas forcément sur le terrain politique pour critiquer ouvertement l'action d'un président ou d'un autre. Mais si il se fait comprendre d'eux, pourquoi pas, ça va être un canal d'atteindre aussi ses fidèles. Selon vous, mais est-ce que le président de la République, Patrice Talon, cette fois-ci, va pouvoir écouter ses interlocuteurs? Puisque autrefois, à une rencontre l'autre fois, la conférence épiscopale avait estimé que ça n'allait pas dans le pays, mais le chef de l'État, à la même séance, a dit que tout allait bien. C'est pourquoi je parlais d'occasion, d'explication, d'échange. Quand quelqu'un a une lecture des actions que vous posez, des actes que vous posez, qui n'est pas pour vous la bonne, et vous avez l'occasion de rencontrer cette personne, de l'écouter sur ce qu'il pense de votre gestion, et vous trouvez, comme je le disais, que ce n'est pas partagé, ce n'est pas le bien fondé de ce que, en tout cas, vos actions que vous menez ne vont pas dans ce sens-là, n'ont pas ces objectifs, vous vous expliquez. Vous leur expliquez ce que vous faites, les objectifs qui sont les vôtres, les réalités qui sont les vôtres, parce qu'ils ne sont pas à votre place, ils ne sont pas assis dans votre fauteuil, ils ne vivent pas vos réalités. À vous donc de leur expliquer les réalités qui sont vôtres, afin que de leur position, ils puissent mieux voir, mieux comprendre ce qui se passe à votre niveau. Je ne dirais pas que le chef de l'État ne va pas les écouter, il les écoutera. Libre à lui. Mais ce n'est pas seulement d'écouter, il faut mettre en application aussi les propositions faites. Quand on est président de la République, on n'est pas forcément obligé de mettre en œuvre toutes les propositions qui vous sont faites. Vous êtes responsable de la politique que vous implémentez. Et ce n'est pas que vous ne tirez pas de ce que les autres disent. Quand ils viennent avec des propositions qui sont pertinentes, que vous jugez propositions pertinentes, que vous pourriez prendre en compte pour un mieux-être des populations. Vous n'hésiterez surtout pas, en tout cas, a priori, vous n'hésiterez pas à prendre ça en compte, parce que s'enfermer dans cette politique de ne rien écouter comme autre son de cloche, de ne vouloir rien entendre comme autre son de cloche, vous amènerait à tomber de plus en plus dans l'impopularité. C'est peut-être ce que nous sommes en train de constater maintenant, je ne saurais le dire, parce que n'oublions pas que qu'on le veuille ou pas, oui, on dit que le président de la République a des services de renseignement qui le tiennent au courant de ce qui se passe dans le pays, qui l'informent et tout. Quelles sont ces occasions que Patrice Talon a? Je me pose la question de s'asseoir autour d'une table, d'écouter autre son de cloche que celui-là, de ceux-là qui l'entourent, qui sont ses partisans, et qui ne sont pas partisans et courtisans, j'ajoute ça, qui n'ont pas souvent le réflexe ou peut-être ne voulant pas s'attirer la foudre du roi, de le critiquer, d'oser lui dire « Ah, monsieur le président, ça là que vous avez eu à faire, pour nous, ce n'est pas bien, voilà ce que nous pensons de ça, ou carrément ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de faire, voici ce que pense la population. » Quand on se retrouve souvent avec lui, c'est pour dire, bon, ceux qui parlent, ceux qui vous critiquent, ce sont des opposants, ne faites pas attention à leurs propos, continuez dans votre action, nous vous soutenons, soutien indéfectible, on ne continue pas à entendre des expressions du genre, jusqu'au jour où le président va à une élection et se constate peut-être dans les unes que cette population qu'il a portée à la magistrature suprême avec un pourcentage si fort se retrouve en désamour, ne se retrouve plus connecté, ne se retrouve plus en harmonie avec ce qu'il est en train de faire, ne se reconnaît plus dans ce qu'il est en train de faire. Et en ce moment-là, peut-être les carottes sont presque cuites. On ne peut que s'en servir. Joël Togbé, peut-être que le chef de l'État a eu l'occasion, avec cette rencontre avec l'équipe de la conférence épiscopale, d'entendre un autre son de cloche. Et dans leur analyse, selon le point 6 du communiqué final rendu public à l'issue de cette session plénière, il dit que la conférence épiscopale du Bénin note un regain d'activité politique dans nos villes et campagnes à la veille de la formation de grands blocs politiques en réponse à la mise en œuvre des réformes du système partisan. Et ces mouvements semblent nous introduire progressivement dans une atmosphère de pré-campagne électorale et en invitant
les uns et les autres au calme, au respect des tests de la République, les évêques du Bénin souhaitent, en petit a, comme l'indique le communiqué final, que les élections législatives du 28 avril 2019 se déroulent dans la transparence, la paix et la concorde, qu'elle soit une fois de plus le siège de la maturité de notre modèle démocratique à travers l'expression libre de la pluralité des opinions et des projets de société. Non, moi je pense que nous sommes dans un processus de maturation de notre démocratie. Et puis quand c'est comme ça, il est important que les acteurs, pour ne pas dire les institutions symboles qui ont à charge d'assurer cette maturation de la démocratie, puisque nous l'avons copié de l'Occident, et puisque nous tâtonnons dans l'application, et comme je me plaisais à le dire il y a quelques jours à un confrère, je dis, nous avons copié la démocratie tel un tout, mais les partis qui forment la tour, nous avons jeté cela. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les évêques, encore une fois, comme je venais donc de vous le dire, les évêques n'ont fait que jouer leur rôle. C'est-à-dire que nous soyons déjà en période préélectorale ou bien en campagne, précoce ou pas, que nous soyons en campagne légalement suivant le code électoral, c'est des moments par excellence où la tension monte parce que vous avez le même espace que les sympathisants, les militants des différents partis sont obligés de partager puisque nous sommes tous fils de ce pays-là. Et quand vous voyez dans le code électoral, on demande que dès que la campagne s'ouvre avec l'autorisation de la Sénat et des autorités des communes, ces autorités-là doivent pouvoir indiquer les lieux où on doit peut-être afficher les pancartes, les affiches de propagande et tout. N'oubliez pas que dans ce même Bénin, on voit des chevauchements avec ces affichages-là où des militants d'un camp pensent que aisément mettre leur affiche sur les autres, sur les autres où on vient les déchirer et ça crée donc la tension. Et quand des convois sont appelés à se croiser sur des tronçons, sur des axes par exemple, si ce n'est pas la bienveillance et comme les évêques ont eu à le dire il y a également un an et que ce n'est pas la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, ça peut dégénérer. Donc c'est normal que face à ces susceptibilités-là, et avant d'aborder cette période sensible, c'est normal que les autorités religieuses, bien sûr, puissent attirer l'attention des uns et des autres sur ce que nous nous apprêtons à traverser pour qu'on puisse prendre la mesure de la situation pour ne pas vaciller dans la crise et la violence. Notre pays, le Bénin, quoi qu'on dise, continue d'être indiqué comme le laboratoire de la démocratie, même si de plus en plus les experts qui travaillent sur ce modèle démocratique-là émettent des avis contradictoires, des discours contradictoires sur le fait que le Bénin, après pratiquement 30 ans d'application des règles démocratiques, est en train de régresser suite à une combinaison d'actes posés par différents régimes. Donc je pense que c'est pour préserver cette image que les évêques ont encore une fois appelé les acteurs, notamment politiques, qui sont des compétiteurs désormais engagés dans cette course vers Porte Novo 2019, à pouvoir respecter les règles pour qu'on puisse vivre en paix. C'est Ulrich Atindéou, voilà, Ulrich Atindéou, l'Église catholique qui constate qu'à la faveur de ces blocs qui sont en train d'être installés, c'est plutôt une autre période qui s'ouvre sans que cela ne soit véritablement ce que souhaite le code électoral, en d'autres termes. De la décision, ou sinon de ce que vous avez lu tout à l'heure, oui. Vous avez parlé du point 6 de ces conclusions. Moi, je retiens d'abord fondamentalement 3 choses. La première, c'est que le clergé a tout simplement constaté que le gouvernement a mis en application le code électoral, la charte des partis politiques,
voté in extremis. Nous étions déjà à quelques... Puisque selon les tests de la CEDEAO, il faut respecter la marge de 6 mois avant les élections, avant donc de toucher à toute autre thèse devant donc servir ou qui doivent servir aux élections. Mais on constate que juste dans ce délai-là, in extremis, on a donc érigé des lois, on a adopté des lois qui sont en passe donc de servir pour les prochaines élections. Donc le clergé béninois dit: nous constatons tout simplement que le code électoral est mis en application. Oui. Nous constatons tout simplement que la charte des partis politiques est mise en vigueur et que les partis commencent déjà par se conformer à cela. La deuxième chose, c'est que nous constatons dans le même temps qu'il y a une pré-campagne. Et dans ce registre-là, quand il parle de campagne dans les coins, les villages et autres, ils disent: nous voyons ce qui se passe, nous savons ceux qui sont en campagne, nous savons comment ça se passe. Nous revenons d'un week-end mouvementé. Nous revenons d'un week-end mouvementé. Donc le clergé dit: nous constatons également ce qui se passe, mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix avant tout. Ce que nous voulons, c'est que chaque parti puisse respecter les thèses. Nous l'avons, parce que, qu'on le dise, l'obéissance à la loi, qu'on s'est prescrite à liberté. Lorsque la loi, une fois est mise en application, que chaque parti puisse connaître ses limites et savoir dans le même temps quels sont les droits de ceux qui sont en face. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on me parle de respect des tests en matière d'élection, je me dis, le clergé peut-être a vu ce qui pourrait arriver, ou du moins un bon prophète voit déjà peut-être ces élections... Enfin, je ne serai pas un oiseau de mauvais augure, mais je dis, c'est comme s'il y aura des contestations. Il n'y a pas un certain consensus autour de tout ce qui se passe. Donc, l'Église ou le clergé dit: nous constatons ce qui se passe, mais nous invitons chaque parti à la paix, à la retenue, que chacun puisse savoir que dans le jeu démocratique, on peut gagner comme on peut perdre. Donc, la démarche, cette démarche, j'y reviens toujours, c'est pour dire: nous sommes là et nous constatons. Vous avez vu l'Église catholique en République démocratique du Congo, quand elle est sortie, elle dit: nous connaissons le vainqueur, mais nous ne voulons pas donner le nom du vainqueur. Tout à l'heure, on ira en République démocratique du Congo, je vous le promets. D'accord. Donc, c'est dire que ils observent, sinon l'Église, elle observe ce qui se passe et à un moment donné sort pour, en guise de restitution, dit: voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà ce qu'il faut faire justement pour éviter le danger. Et l'Église catholique, à travers cette sortie, je le reprécise encore une fois, met les points sur les i ou appelle ou invite les acteurs politiques à faire preuve de sagesse, à aborder ces élections avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de clairvoyance, qu'il soit... Et beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue, parce que il peut arriver, nous sommes à une première expérience de ce code électoral. C'est pour une première, nous voulons l'expérimenter ou du moins l'appliquer. Donc, on se dit, il faut que chacun puisse garder son souffle et que nous allions à ces élections et que les choses se passent bien. Santune Djossou, mieux vaut prévenir que guérir. Et oui, justement parce que c'est vrai que c'est la conférence épiscopale du Bénin qui parle actuellement. Mais on peut, a priori, pour certains qui n'aiment pas de ces sorties, qu'ils trouveraient des sorties intempestives, surtout quand on est dans le milieu politique, on a devant soi une conférence épiscopale qui, à chaque fois qu'elle sort, est plus critique, est très critique dans ses propos. Elle interfère dans la politique. Ceux-là, de quoi se mêlent-ils? Ils n'ont qu'à aller dans un pays où la société civile pratiquement a démissionné. On ne refuse pas. C'est vrai que c'est la conférence qui parle aujourd'hui, mais il y a des signes qu'il faudrait lire. Oui. Actuellement, circulez un peu dans la ville, Cotonou, Porto Novo, vous allez constater que déjà, il y a des affiches de partis politiques qui sont posées et qui sont déchirées par des individus. Prenez l'axe Cotonou-Porto Novo. D'abord, même avant ça, récemment, vous avez entendu un groupe dont je ne voudrais pas rappeler le nom, dire qu'il célèbre les 1000 jours du président de la République, a posé
des affiches à des endroits stratégiques de la ville de Cotonou. À ces endroits-là, vous savez l'ambiance qui avait commencé par prévaloir. Les velléités qui étaient celles de ceux qui étaient là, zém ou pas zém, ceux qui se disaient, vous sentez qu'il y avait du plomb dans l'air et que ça pouvait dégénérer. Quelqu'un pouvait décider de s'attaquer à cette affiche-là, de la déchirer. Quelques jours après, ce n'était plus là, l'affiche a disparu. J'ai parlé d'As Porto Novo, Cotonou Porto Novo. Il m'est arrivé de voir récemment que le maire de la commune à laquelle nous sommes est disposé, bon, peut-être pas lui ou pas par ses services ou par ses partisans, des bâches juste pour présenter ses vœux de nouvel an aux populations de sa commune. Depuis quelques jours, j'ai constaté que ces bâches ont été déchirées. Par qui? Des individus certainement. Plus loin, arrivé au carrefour Semaine Giratoire, vous allez constater qu'il y a des panneaux qui sont là, qui étaient là avec des figures de partisans de blocs, si vous voulez que je les nomme, parlant de blocs républicains. Je pense que ce sont eux les progressistes ont le baobab et les républicains ont le cheval. J'ai remarqué sur ces enseignes qui avaient accueilli des figures de ce parti-là, déjà parlant, informant déjà des populations de cette région-là, de ceux qui sont ressortissants de l'OME et de Porto Novo, qui sont dans le parti Bloc républicain. Il a constaté depuis quelques jours que même ces affiches sont attaquées, les images qui sont là-dessus ont été détruites jusque-là. Nous ne sommes pas encore en campagne et nous observons cela. Et en campagne électorale, quelle est la particularité? Est-ce que vous pensez que ce sont les prémices Ça pourrait être des prémices. Si des gens ont une aversion particulière contre des affiches qui ne sont pas armées, qui sont là juste pour présenter de nouvelles aux populations, qui informent juste de la position, la présence de telle personne dans tel parti, au chef de l'État, au président, aux populations, au chef de l'État, et que, parlant d'aversion, d'ailleurs, vont jusqu'à détruire ça. Imaginez ce que ça sera si en campagne électorale, ceux-là qui vont détruire ces affiches rencontrent sur leur chemin ou au détour, comme on le constate, les militants de ces partis-là venant chez eux pour donc faire de la propagande pour leurs candidats et autres. Imaginez ce que cela pourrait donner. Donc, c'est déjà maintenant qu'il faut commencer par sensibiliser sur ces genres d'actes. La culture de la tolérance. À la culture de la tolérance, à la culture de la paix, pour qu'en période électorale, qu'on n'ait pas cet affrontement, que les périodes électorales, la prochaine, que nous allons connaître, soient à l'image de celles qui ont précédé et qui ont fait du Bénin, en tout cas des périodes de campagne, une période de fête qui amène tous les candidats à ne pas avoir la crainte d'aller dans tel quartier, dans telle circonscription pour, en tout cas, exposer ses idées, présenter ses candidats. C'est déjà maintenant qu'il faut commencer par le faire, au risque de déplorer de ces genres d'actes après. Et la conférence épiscopale Satine Djossou souhaite que les acteurs politiques s'abstiennent de toute forme de corruption pour que chaque citoyen puisse réellement et librement voter selon sa conscience. À plusieurs reprises, en effet, nous avons dénommé ou bien dénoncé le pouvoir corrupteur donc de l'argent dans la vie politique dans notre pays, dit la conférence épiscopale. Et là, nous sommes au point B du grand point 6 de ce communiqué final qui a sanctionné la rencontre de la conférence épiscopale. Elle parle d'expérience, certainement, cette conférence épiscopale. Ces acteurs sont au Bénin, ne sont pas à leur premier exercice de période électorale, en ont vécu je ne sais combien, mais plusieurs, c'est sûr, et savent comment ça fonctionne, savent le rôle que joue l'argent, savent le rôle que jouent les acteurs politiques dans leur dessein de contrôler les élections. Ils peuvent poser des actes pour disqualifier un candidat ou un autre selon leur position, qu'on soit, vous n'êtes pas sans savoir que récemment il y a les appels qui commencent à être faits, les indications qui commencent à être données pour que ceux qui doivent avoir le quitus fiscal puissent commencer par remplir les formalités. Et ça peut être un niveau de récupération de la chose. Vous devez avoir un quitus fiscal, peut-être vous ne remplissez pas les formalités, on ne vous l'accorde pas. Chacun peut commencer par faire la lecture, juste, en tout cas selon mais désormais, on peut l'avoir en ligne. Il suffit d'être en règle.
vous l'avez en ligne, mais vous soumettez quand même vos dossiers. Et c'est quelqu'un qui apprécie. Si vous savez que vous n'êtes pas en règle, vous demandez en ligne, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez dire que vous êtes en règle et ceux qui vont apprécier vont dire que vous n'êtes pas en règle. C'est automatique selon la dernière rencontre. La rencontre qui a servi, qui a permis à la Direction générale des impôts de présenter les nouvelles taxes et les réformes entreprises par le chef de l'État qui sont contenues dans ce budget 2019. Il a été dit clairement que si vous êtes en règle vis-à-vis du fisc, vous pouvez avoir votre quitus en ligne. Et ne pas attendre le dernier jour pour demander. Je suis d'accord avec vous, je dirais. Et on ne pourra pas s'attaquer à X ou Y pour dire que c'est celui-là qui n'aurait pas délivré son quitus. N'oubliez pas qu'on a beau dire ça, on a dit que pour que le quitus fiscal soit valable, il faut qu'il porte forcément la signature du directeur général des impôts ou de son adjoint. Au quitus qui ne serait pas signé par ceux-là ne serait pas là. On vous a dit, si vous êtes en règle, les éléments qui permettent d'apprécier la régularité de votre fiscalité, qui les apprécie? L'assiette fiscale, qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les taxes dont on tient compte? Chacun sait quelle activité il mène et doit pouvoir répondre en conséquence. Et vous savez que devant les tribunaux, même les gens ne s'entendent pas. Je ne voudrais pas rappeler certains dossiers de fiscalité ou comment on dit, de redressement. Redressement fiscal. De redressement dont on parle, sur lesquels les différents acteurs impliqués ne sont pas toujours d'accord. Les SUSI ne sont pas toujours d'accord, vont devant les tribunaux. Ce n'est pas un directeur général des impôts qui est en position administrative, qui ne tiendra pas compte de certaines considérations pour déclarer que oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et le débat va commencer. Mais c'est le ministre de l'économie qui le disait le vendredi dernier à cette séance. Acteur politique par excellence aussi, n'oubliez pas, Patrice. Vous savez comment ça se fait. Donc je disais que ces évêques parlent d'expérience, savent comment ça fonctionne, le rôle de l'agent, le rôle des acteurs politiques dans leur dessein de contrôler les élections ou d'atteindre les objectifs, les résultats qu'ils souhaitent avoir. Autant d'éléments qui pourraient être préjudiciables à la paix. Si on y prend garde, attirer l'attention de chacun sur sa responsabilité dans la préservation de ce climat social qui est le nôtre, dans la promotion de la paix, parce qu'en posant un acte de corruption, quand on dit la corruption, ne voyons toujours pas l'argent, c'est pas déjà l'argent tout de suite, de par un simple acte, on peut faire de la corruption. Donc attirer l'attention de chacun sur sa responsabilité dans la promotion de la paix, dans la préservation du climat social, et pour une issue heureuse de ces élections qui s'annoncent. Encore une fois, je trouve que c'est de la prévention. Les électeurs, eux, c'est la période pour eux d'avoir un bon gain. si vous l'appelez ainsi, par 7 ans de morosité économique, un candidat qui traîne par là, moi, et il m'est arrivé de prendre un axe que je ne voudrais pas décrire, et tout au long de l'axe, de poser des questions à certaines personnes que je rencontre, de l'aimer jusqu'en rentrant dans le département du Zou et limite de ce département. Quand je descends parfois de m'entretenir avec ceux que je rencontrais, pour prendre leur avis. Je sais la réponse que j'ai entendue. Je sais de ces réponses que partout, et ça c'est à l'unanimité, des gens qui vont même jusqu'à vous dire, ben, on les attend, ils n'ont qu'à venir, c'est ce que nous allons voir là, c'est avec eux que nous allons composer. C'est toujours avec sourire aux lèvres qu'ils vous le disent. C'est pour dire leur attente de cette période, de ce qu'ils espèrent tirer comme profit des poches de ces politiciens qui, au demeurant, les ont déjà habitués à cela. Oui, l'argent, ça circule, on le dit, on le dénonce, mais comme on le recommande aussi, c'est que ce ne soit pas l'élément déterminant qui porte à choisir un candidat au détriment de l'autre. Joël Tchobé, est-ce que le poids de l'argent va être significatif dans le prochain vote? Non, parce que déjà, la conférence épiscopale attire l'attention des uns des autres sur cette forme de corruption. Non, il revient juste pour ceux qui veulent se soumettre à cet exercice-là d'interroger les déterminants du vote au Bénin. Quand vous interrogez clairement, depuis 90 pratiquement, il y a non seulement, vous aurez donc le pouvoir destructeur de l'argent qui prend en otage le débat sur le développement du pays, vous aurez la fibre des liens de filiation, par exemple le fils du terroir, où on vote parce que c'est un enfant du même village que moi, de la même région, de la même commune, du même département, où vous voyez nos déterminants, par exemple l'appartenance à une même religion,
que le candidat qui est en face, et ça continue. Voilà un peu ce qui, depuis lors, a déterminé un peu le vote d'Abidjan, et psychologiquement, tout le monde s'y plaît dedans. Et comme je le dis, les évêques ont raison, parce que moi je dis, Mais la population également a faim. Non, écoutez, la faim ne peut pas justifier le fait qu'on on se porte volontaire pour être soumis au pouvoir destructeur de l'argent. J'ai écouté un acteur politique qui disait ce week-end à la population qui le rencontrait, s'ils amènent, prenez parce que ce sont vos sous. Non, écoutez, encore une fois, moi je suis contre ces gens de discours qui tentent à dire on invite la population à prendre l'argent et mais à voter suivant leur conscience. Ça également, si on doit punir, on doit punir le corrupteur et le corrompu. En réalité, c'est comme ça. Je dis, il faut pouvoir travailler à faire la promotion d'une démocratie qualitative. Au lieu de se cantonner depuis 30 ans à une plaie dans une démocratie minimaliste où on se contente juste d'une alternance au sommet de l'État, on se contente juste d'une organisation régulière des élections et que ça s'arrête là. Depuis là, qu'est-ce que vous entendez dans l'opinion? Ceux qui subtilement font campagne avec les restitutions de résolutions ou même avec les sorties de l'opposition, depuis là, vous entendez qui? La mise en conformité de tel ou tel subtilement, autre. on viole la loi parce qu'il y a deux choses. On va vous dire que même en dehors de la période électorale, effectivement, le code permet que les partis continuent d'animer la vie politique du pays. Bien sûr. On peut mettre donc sur le compte de l'animation politique de la vie du pays ces résolutions qu'on va distiller avec la population à la base. On peut mettre cela également à ce que nous avons vu en week-end dernier avec les partis de l'opposition qui ont également porté la voix. On peut le dire. Mais quand subtilement, on viole encore, on prend une rencontre légale et au détour de cette rencontre légale, on viole une autre disposition qui dit vous ne pouvez pas entrer en campagne tant que la Sénat ne donne pas le OK. Et moi, je ne suis même pas contre. Lorsque subtilement vous violez la loi, moi je voudrais voir ces acteurs politiques-là aujourd'hui, au-delà des questions de on va aller acheter l'achat massif des consciences, la corruption électorale, on va influencer l'issue donc du vote et apprivoiser la conscience des électeurs. Moi, le débat qualitatif que moi j'appelle, c'est les députés qui veulent, qui sont candidats à la candidature au sein des différents partis déjà. Quel est le projet de société qu'ils ont à vendre? Quelles sont les lois sur lesquelles ils veulent déjà travailler? Je l'ai toujours dit dans ce studio. Moi, je reste constant dans mon analyse. Je l'ai toujours dit. Au-delà des questions d'argent, ceux que Saturnin a vu le nom de l'AS et qui expriment leurs attentes, voilà un peu ce qui pose problème dans notre pays, le Bénin. C'est-à-dire que nous laissons l'essentiel. Je vous ai dit, il faut désormais faire la promotion d'une démocratie qualitative qui nous appelle à des débats sains, à des débats d'idées, pour que l'élu qui se porte candidat, on puisse savoir sur quoi on veut l'évaluer. Quelles sont les lois sur lesquelles, en étant député, il veut travailler pour le bon de la population. Il faut aussi savoir si les élus de la 7e législature ont été faire une restitution. Non, mais juste là, par exemple, écoutez, il y a eu des campagnes de restitution, de bilan, machin, mais politisées. Mais ce sur quoi je mets l'accent, c'est quoi? C'est-à-dire que les populations ne sont pas assez exigeantes vis-à-vis donc des élus. Et c'est une complicité qui est une complicité nocive pour la démocratie. Moi, je ne voudrais pas qu'on continue ces genres de débats. Voilà, on attend des citoyens qui attendent. Et c'est pourquoi je finirai sur la question pour dire, au Bénin, nous avons plus d'habitants que de citoyens. Parce que l'habitant, vous savez... Quelle est la différence? Je vais vous donner la différence. L'habitant, il ne cherche pas à prendre connaissance des droits et de ses devoirs. Il ne cherche pas à s'acquitter de cela. Il est émotif dans l'action vis-à-vis donc des acteurs politiques publics. Mais le citoyen, lui, il s'assoit, il conçoit la réflexion, il essaye de voir quelles sont les solutions qu'il peut définir pour impacter les générations à venir, pour impacter possiblement le pays. Et ce citoyen-là, lui par contre, il ne se soumet pas au pouvoir de l'argent. Et vous savez que nous sommes dans un pays majoritairement... Je ne suis pas contre que nous sommes dans un pays majoritairement analphabète, certes, mais l'analphabétisme ne saurait justifier encore une fois le fait que les politiciens aillent haranguer des foules et fassent la promotion du pouvoir destructeur de l'argent
distribue l'argent. On Et parle il seulement semble de que dans l'argent. l'espace public, et les médias également participent à cela, dans l'espace public, on encourage ça. Vous l'avez dit. On dit, bon, prenez l'argent, mais votez votre conscience, bouffez. Mais ça va s'arrêter quand? Il faut qu'on puisse sortir de ce débat-là et désormais parler donc des débats d'idées au lieu de cette situation-là. Lorsque les 3 repas sont assurés par jour. Si vous le permettez, je comprends l'exemplarité de ce discours de Joël, qui, soit dit en passant, C'est ce qui aurait pu être. est élitiste. Il faut le dire. Vous n'allez pas tenir les mêmes arguments devant une bonne dame qui est là, qui a du mal à assurer ses 3 repas au quotidien. Vous n'allez pas venir lui dire loi, et elle va vous écouter. Elle, le langage qu'elle comprend, c'est le cash. C'est d'abord qu'on règle d'abord son problème qu'il a. Le problème qu'il a le plus urgent là, c'est s'assurer les 3 repas au quotidien. Donc, elle, c'est ça. Je comprends que ce n'est pas bien. C'est pas ça. Ça, on ne construit pas la cité avec ces genres de positions, avec ces genres de comportements. Oui. Mais c'est tributaire de notre niveau de vie, de notre niveau de développement aussi. Le langage que le député français tiendra quand il ira en campagne, ce n'est pas le même que celui du Bénin tiendra quand il va descendre chez moi. Le candidat va descendre, tiendra quand il va descendre chez moi à Messerete. Oui, le citoyen et l'habitant. Mais le citoyen voyait déjà quel est son niveau de vie, quel est son niveau de maturité lorsqu'il conçoit les politiques, comme Joël est en train de le dire. Cela voudra dire que lui, il a quand même franchi une étape donnée. Et vous n'allez pas voir un mendiant dans la rue qui tend la main pour manger, pour lui dire mon projet. Il va vous écouter, il va peut-être vous écouter. Mais en partant, c'est comme... Non, mais c'est quoi le rôle de l'intellectuel Saturnin? Quand vous avez été à l'école, parce qu'il parle de débat trop élitiste, c'est pourquoi je le dis. Oui, l'intellectuel, vous savez que vous avez été à l'école, les politiciens ont été à l'école, et ce sont eux qui édictent les lois. Et quand vous avez été à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Vous apportez la lumière aux autres qui sont encore un peu dans l'ombre. Qui peuvent vous écouter ou non? Il se fait que ceux qui sont censés apporter la lumière sont ceux qui travaillent à assombrir davantage le ciel sur la tête des populations. Il faut pouvoir arrêter cela. Si vous pensez que c'est seulement ceux qui sont allés à l'école qui sont dans un... Non, pas du tout. Si vous permettez, si vous croyez que ce sont eux seuls qui apporteraient la lumière, c'est faux. Pourquoi est-ce que ça trouve du terreau fertile, cette histoire de distribuer de l'argent? C'est parce qu'il y a une grande masse qui est dans la pauvreté. Si vous n'avez pas besoin des 200 francs, des 500 francs que l'autre vous apporte, pourquoi est-ce que c'est l'argument convaincant qu'il trouve pour venir chez vous? C'est parce qu'il sait que c'est de ça que vous avez besoin. Et notamment, on va donner ceux-là qui sont là continuent de manipuler la grande masse qui demeure dans la pauvreté. C'est pourquoi moi, j'appelle des débats de qualité sur les lois. Parce que ce qui va se faire, vous et moi, on va envoyer des députés au Parlement. Vous et moi, des députés qui seront encore capables d'apporter le bonheur aux populations. Et ça va continuer. Il faut pouvoir arrêter cela. Culture politique à notre population. La conférence épiscopale également s'est adressée à la Sénat et à toutes les autres structures qui interviennent dans l'organisation matérielle de cette élection ou de ces élections qui s'annoncent en les appelant à la crainte de Dieu. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale a adressé un message également à la commission électorale ayant en charge l'élection présidentielle, la gestion de cette élection présidentielle qui déclare élu Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que ces acteurs politiques écoutent le débat de la crainte de Dieu? Merci. Mais avant, permettez quand même que je revienne sur cette question. Avec quelques secondes. Quelques secondes, d'accord. Alors, on n'ira plus au Congo comme Patrice. Non, on peut bien aller au Congo. Mais je l'ai déjà amené au Congo. Je veux déjà préciser quelque chose. On a parlé d'habitants, on a parlé de citoyens. Je pense que lorsque les citoyens ne se battront pas pour que les habitants deviennent des citoyens, l'argent dictera toujours sa loi. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Qu'on ne se leurre pas. Et je continue de dire, pour cette élection à venir, l'argent dictera encore une fois sa loi. Le clergé peut-être a bien vu de dire, écoutez, il ne faut pas qu'il y ait de corruption, il faut éviter ceci. Le clergé a interpellé déjà. Mais je continue de dire, les mêmes qui ont voté le code électoral, qu'est-ce que vous constatez sur les lieux? En principe, quand on parle de grands partis politiques ou de grands ensembles, ce sont les citoyens qui cotisent. C'est pas ceux qui ont l'argent qui viennent distribuer de l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez cette population dans ce rôle de cotisation aujourd'hui? C'est ça ce que je dis, c'est impossible. Comme Saturnin l'a dit, lorsque le peuple a fait, vous ne pouvez pas leur demander de faire certaines choses.
on a refusé qu'on aille aux élections avec des alliances politiques. Mais est-ce que vous ne constatez pas que ce que nous avons encore sur le terrain, c'est des alliances politiques sous d'autres formes? Donc, le problème aujourd'hui, on a voulu régler un problème, mais le problème demeure. Mais quand vous me parlez de la crainte de Dieu, les hommes politiques... Non, on a vu Tshisekedi à genoux en train de recevoir les notions des pasteurs. Oui. Par les réseaux sociaux. Voilà. Les acteurs politiques écoutent-ils ce genre de discours? Non, Dieu, la crainte de Dieu. Ils écoutent avec une oreille, mais ils savent que le terrain, on ne va pas manipuler les élections. Non, ils savent que quand Martin Fayulu revendique toujours. Alors qu'il est aussi chrétien. Allez chercher, vous allez constater que c'est aussi un chrétien. Non, finalement, je pense que les pasteurs qui ont prié pour Tshisekedi vont départager les deux. Oui, parce que c'est la crainte de Dieu. L'autre doit savoir que toute autorité vient de Dieu et est établie par Dieu. C'est la Bible qui l'a dit. Donc si finalement... Donc c'est la chance à Étienne Tshisekedi de diriger la République démocratique. Si Dieu est dans son destin que même si c'est pas tripartite ou bien pas accueil sur la président, il est président. Parce que Dieu est promoteur de fraude aussi. Moi, je ne sais pas. Pas du tout. Mais Martin Fayulu doit prendre son mal en patience. C'est ce que vous pensez. Ce n'est pas facilement acceptable par le politicien. Attention tout, finalement. Dieu n'aime pas l'injustice. Son papa n'a pas été comme Étienne Tshisekedi, par exemple. Donc, d'autres vous diront que c'est le combat que le père a mené, que le fils est venu, il a profité juste. Il a achevé. Voilà, de son papa. Ulrich Chatiné, vous allez terminer rapidement. Oui, et je terminerai en disant que il faut que les acteurs politiques, comme vous l'avez souhaité, qu'ils écoutent l'appel du clergé béninois et avoir la crainte de Dieu. Et avoir la crainte de Dieu, qu'ils fassent les choses dans les règles de l'art de façon catholique, comme on dirait l'autre. Satuné Diossou, la conférence épiscopale a également salué ces mesures sociales contenues dans le budget 2019 en exécution. La question intervient déjà à la fin de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour... J'ai peur de me voir couper par Georges. Et tout ce que je peux dire pour répondre, c'est de souhaiter qu'il y ait un soulagement de la population, comme la conférence épiscopale demande la mise en exécution très rapide de ces mesures. Si ces mesures sont prévues pour soulager les populations, elles ne doivent pas attendre dans leur mise en œuvre. Il faut qu'on aille vite. Encore que nous allons vers des élections, je sais que c'est la période favorable. Là, on parle aussi de corruption. Quand vous attendez la veille d'une élection pour décréter des mesures qui amèneront les populations, les citoyens à voter pour vous, on ouvre des chantiers à Sueltage, on ouvre tout et tout. C'est l'application. C'est lorsque la population, le travail régalien du chef de l'État. Le gouvernement travaille pour nous, on refuse pas, c'est tant mieux. Il faut souhaiter que le travail continue au-delà de mars 2019. Merci à vous, Saturné Diosso. Merci également à Ulrich Atineou. Merci à Joël Tiogbé. Georges Pono, de l'autre côté de la baie vitrée. J'étais Patrice Avala. Demain, c'est encore un autre rendez-vous de votre émission Boulevard des Opinions à travers de la rubrique Boulevard des Opinions à travers l'émission intégrale. Bonsoir.